Au tribunal, ma petite sœur a engagé son propre avocat pour prouver que j'étais ruinée, mes parents ont affirmé m'avoir donné toutes les chances possibles, ma mère a éclaté en sanglots et mon père a hoché la tête en signe d'accord, tandis que mon avocate restait parfaitement calme jusqu'à ce que le juge Mercier fasse une pause et déclare « J'ai examiné les dossiers fiscaux et patrimoniaux, quelqu'un dans cette salle me ment éhontément, on vous a donné toutes les chances et vous avez tout gâché. » Ma mère, Catherine Lefebvre, sanglotait de manière théâtrale, tamponnant ses yeux parfaitement secs avec un mouchoir de créateur alors que toute la salle du tribunal de commerce de Grenoble observait en silence. Mon père, Bernard Lefebvre, était assis à côté d'elle, la mâchoire serrée dans une déception calculée, hochant gravement la tête pendant que leur avocat étalait les documents, prétendant que je devais 2 millions d'euros à ma petite sœur. Je suis Juliette Dubreuil, fondatrice et PDG de Summit Guard Technologies, et aujourd'hui, j'étais assise au banc des accusés dans un tailleur gris simple mais coûteux à côté de mon avocate, Élodie Castex, qui restait totalement imperturbable même si la partie adverse jouait sa comédie. L'avocat engagé par ma sœur s'est levé, la voix pleine d'assurance, affirmant que mon entreprise était au bord de la faillite, incapable de rembourser le gros investissement qu'elle avait fait des années plus tôt au nom de la famille en vertu d'un accord interne autorisé par nos parents, et que le tribunal devait intervenir pour la protéger en tant que créancière. Tout le monde dans la salle s'est penché en avant, ma sœur s'est redressée, un léger sourire victorieux jouant sur son jeune visage, puis le juge Mercier a soudainement cessé de lire la requête, il a retiré ses lunettes, a scanné plus attentivement les dossiers fiscaux et patrimoniaux nouvellement soumis et a levé les yeux, sa voix portant clairement dans la salle d'audience silencieuse, « J'ai examiné les dossiers, quelqu'un dans cette salle me ment en face. » Le sourire confiant de ma sœur s'est évanoui instantanément, les larmes de maman se sont arrêtées comme sur commande, papa s'est figé et je suis restée assise tranquillement, attendant le moment pour lequel je m'étais préparée depuis 10 ans. Avez-vous déjà eu un membre proche de votre famille qui minimise ou tente même de saper le succès pour lequel vous avez travaillé si dur? Racontez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, je les lis tous et j'aimerais savoir comment vous avez géré la situation, aimez et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite car cette histoire ne fait que commencer. Je me tenais silencieusement dans la salle d'audience, attendant le moment pour lequel je m'étais préparée au cours des 10 longues années passées. Les racines de cet affrontement remontaient à notre maison familiale à Grenoble, au cœur des Alpes françaises, où les Lefebvre s'étaient fait un nom dans l'immobilier et l'aménagement de montagne. Mon père, Bernard Lefebvre, possédait l'une des plus grandes firmes de la région, traitant de l'acquisition de terrains et de projets de stations de ski haut de gamme à travers la Savoie et l'Isère. Il avait commencé petit après ses études, mais s'était développé de manière agressive, transformant les relations familiales en contrats de plusieurs millions d'euros qui façonnaient les villes de ski et les panoramas protégés. Ma mère, Catherine Lefebvre, se concentrait sur le statut social, président des conseils de charité, organisant des galas au club privé et s'assurant que notre nom apparaisse dans les pages mondaines locales. Dès le début, ma petite sœur, Chloé, était la préférée, étant la petite dernière de la famille née 8 ans après moi, elle recevait une attention que je n'avais jamais eue. Papa l'emmenait souvent à des réunions avec des partenaires même lorsqu'elle était encore au lycée, je me souviens d'un été où elle avait 16 ans, il l'a emmenée à un déjeuner de négociation dans une brasserie chic du centre-ville, la présentant comme l'avenir des entreprises Lefebvre, tandis que les cadres riaient avec approbation. Elle a l'instinct, disait-il en lui tapotant la main, elle ira plus loin que je ne l'ai jamais fait. Il lui achetait tout ce dont elle avait besoin, des tuteurs privés pour les cours de commerce, un nouveau SUV de luxe pour ses 18 ans, des stages dans l'entreprise où elle l'observait directement. Les partenaires la connaissaient par son nom et papa s'assurait qu'elle assiste aux sessions de stratégie, apprenant à lire les tendances du marché pour les propriétés de montagne, ce n'était pas subtil, il voyait en Chloé le mélange parfait de charme et d'ambition pour perpétuer l'entreprise familiale traditionnelle sans faire de vagues. J'avais pris un chemin différent, après ma licence, je m'étais inscrite en faculté de droit à l'université Grenoble-Alpes, pensant que cela s'alignerait avec le monde des contrats et des transactions foncières de papa, mais au cours de ma 2e année, je suis devenue obsédée par la technologie durable, plus précisément par des logiciels capables de surveiller et de protéger les ressources montagneuses en temps réel, prévenant la surfréquentation tout en soutenant le développement. Je passais mes nuits à rechercher des modèles d'IA pour suivre la fonte du manteau neigeux, l'érosion des sols et les corridors de la faune, le potentiel semblait énorme, des outils qui pourraient aider des agences nationales comme l'ONF, l'Office national des forêts, à prendre de meilleures décisions. Quand j'ai eu 25 ans,
j'ai élaboré un plan d'affaires complet pour Summit Guard Technology et je l'ai présenté à papa dans son bureau d'angle surplombant la ville. La pièce sentait le cuir et le bois poli, des trophées de transactions conclues bordaient les étagères. J'ai exposé les projections, le manque sur le marché pour une surveillance précise des ressources en terrains accidentés et comment cela pourrait s'associer aux contrats gouvernementaux. Il a feuilleté les pages en gloussant à mi-chemin. C'est un joli passe-temps, Juliette, mais c'est une chimère, une technologie comme celle-ci n'est pas stable, tient-en à ce que nous connaissons, de vrais terrains, de vrais actifs. Il s'est penché en arrière, faisant un geste autour du bureau. Viens travailler ici correctement, soutient Chloé, c'est elle qui héritera du cœur de métier, tu peux t'occuper du juridique pour nous, gardons les choses en famille. J'ai insisté, expliquant la demande émanant des réglementations environnementales et de la gestion des terres publiques, il y a de l'argent réel dans les solutions durables, papa, ce n'est pas juste une expérience. Il a secoué la tête, son sourire s'effaçant pour laisser place à ce regard sévère familier, tu gâches un avenir solide pour des bêtises informatiques, Chloé comprend l'héritage, aide-la à le construire au lieu de courir après des fantasmes qui te laisseront faucher. L'argumentation s'est intensifiée, ma mère s'est jointe à lui, se rangeant de son côté comme toujours, s'inquiétant à haute voix des apparences. Que penseront les gens si notre fille abandonne pour une start-up ? Chloé, rentrée de son école de commerce ce week-end-là, écoutait tranquillement mais avec une lueur satisfaite, sachant que sa position était assurée. Je suis restée ferme, je ne reviens pas pour jouer les seconds rôles, je ferai ça toute seule. Les derniers mots de papa furent froids. Très bien, mais quand ça échouera, et ça échouera, tu reviendras en rampant, et alors tu prendras n'importe quel rôle que Chloé te proposera. Je suis sortie de ce bureau, de la maison, et je n'ai plus jamais demandé leur approbation ni un centime, la porte s'est refermée derrière moi avec une finalité qui a résonné à travers les années à venir. J'ai tout emballé dans ma vieille Peugeot et j'ai conduit vers les contreforts à l'extérieur de Grenoble, louant un minuscule 2 pièces dans un complexe calme près de l'entrée d'une vallée alpine. L'endroit était basique, murs fins, cuisine démodée et une vue sur les montagnes qui me rappelait pourquoi je faisais cela. Le loyer a pris la moitié de mes économies le premier mois, mais l'emplacement me donnait un accès constant au terrain que je voulais protéger et surveiller. Ces premiers jours se sont brouillés en séances de travail interminables, j'ai appris à coder par moi-même, en commençant par des tutoriels en ligne sur Python et les bibliothèques géospatiales. Les nuits étaient passées à éplucher les réglementations nationales, les directives de l'ONF, les études d'impact environnemental et les politiques d'utilisation des terres publiques qui régissaient des millions d'hectares à travers les Alpes. J'ai imprimé des piles de documents, surligné des sections sur les exigences en matière de données pour la surveillance des ressources et construit des tableurs modélisant les modèles de fonte des neiges à partir de capteurs publics disponibles. L'argent s'est rapidement épuisé, j'ai pris des missions en freelance pour rédiger des rapports basiques pour de petites associations environnementales juste pour payer les courses et les factures d'Internet, le café est devenu mon carburant, le sommeil était secondaire, le ventilateur de l'ordinateur portable tournait constamment alors que je développais le premier prototype, une application qui extrayait des images satellites et des données de capteurs au sol pour prédire les risques d'érosion sur les pistes de ski et les sentiers publics. Ce prototype était mon espoir de percer, je l'ai présenté à un partenaire potentiel rencontré via un forum de fondateurs en ligne, un type qui prétendait avoir des connexions avec des investisseurs de l'industrie du plein air. Nous nous sommes rencontrés dans un café à Annecy et il semblait enthousiaste, proposant de co-développer et de me présenter à des sources de financement. J'ai partagé le répertoire complet du code et les conceptions détaillées, faisant confiance à l'accord verbal. Des semaines plus tard, silence radio, puis j'ai vu mon interface exacte et mes algorithmes lancés sous le nom de sa nouvelle entreprise lors d'une conférence technologique régionale. Il avait tout pris, déposé un brevet provisoire en utilisant mon travail et m'avait complètement évincé. Mes 15 000 € étaient presque partis à ce moment-là, et ce vol ne m'a laissé rien d'autre que des captures d'écran et des emails qui ne prouvaient rien juridiquement. Je n'ai pas abandonné, j'ai réécrit le cœur du système de mémoire, en l'améliorant, en ajoutant des couches d'apprentissage automatique pour prévoir le ruissellement de l'eau plus précisément. Des mois d'isolement ont suivi, testant des algorithmes contre des rapports historiques de l'ONF sur les risques d'inondation dans l'arrière-pays alpin. Je survivais grâce à des plats instantanés et à la détermination, postulant pour de petites subventions destinées aux femmes dans la tech, bien que la plupart aient été rejetées faute d'antécédents prouvés. Le deuxième revers majeur a frappé plus fort. À ce moment-là,
j'avais embauché un entrepreneur à temps partiel et obtenu une proposition de projet pilote avec le bureau régional de l'ONF en Isère. Le plan était de déployer des capteurs sur une section test de terrain public près de l'Alpe d'Huez, alimentant ma plateforme en données en temps réel pour une meilleure prévision des avalanches et une meilleure allocation des ressources. J'ai versé toutes les ressources restantes dans les tests sur le terrain, conduisant dans l'école lors des tempêtes hivernales pour installer des prototypes, calibrant par rapport aux stations météorologiques officielles. Le rejet est venu dans une lettre formelle, données d'essai sur site insuffisantes sur plusieurs saisons, pas de vérification indépendante de la précision dans des conditions de montagne variables. Ils ont loué le concept mais l'ont jugé trop précoce pour un partenariat national. Du jour au lendemain, l'entrepreneur est parti pour un emploi stable, les investisseurs que j'avais alignés se sont retirés et les factures se sont accumulées, mon compte bancaire est passé sous les 1 000 €. Pour la première fois, je me suis assise dans ce petit appartement en regardant les avis d'expulsion, me demandant si papa avait eu raison. Cette année-là, maman a quand même envoyé l'invitation annuelle pour Noël, tradition disait-elle. J'ai conduit jusqu'à la maison familiale une dernière fois. La table était dressée de manière élaborée, la dinde découpée, tout le monde sur son 31, la conversation est restée légère jusqu'à ce que Chloé, alors rentrée de l'université, se tourne vers moi avec ce ton confiant qu'elle maîtrisait déjà. Alors, comment va le petit projet tech? Papa dit que ces startups s'écrasent généralement dès les premières années. Les mots ont atterri exactement comme prévu, j'ai regardé autour de la table, aucune défense, juste une attente polie de ma réponse. Quelque chose s'est brisé silencieusement à l'intérieur, j'ai fini le repas en silence, je les ai remerciés et je suis parti avant le dessert. Sur le trajet du retour dans la vallée, j'ai pris la décision, plus de contacts, plus d'énergie dépensée à me justifier. À partir de cette nuit-là, j'ai tout mis dans Summit Guard, pas de nouvelles à la famille, pas de visite pour les fêtes, pas d'explication. L'isolement a aiguisé ma concentration comme rien d'autre ne le pouvait, l'entreprise est devenue ma seule priorité, affinant les algorithmes, rassemblant des ensembles de données indépendants, me préparant pour le jour où la technologie serait indéniable par elle-même. Le tournant est venu tranquillement, un petit contrat avec la division de la faune de la région pour surveiller les changements d'habitat le long d'un corridor fluvial. Ce n'était pas glamour, juste assez de revenus pour embaucher mon premier développeur à temps plein et louer un bureau modeste au centre-ville. Nous avons affiné la plateforme, intégrant des données lidar plus précises pour la modélisation de l'élévation et nous associant à des universités locales pour des études de validation sur la santé des bassins versants. Le bruit s'est répandu dans les cercles des agences d'État. Bientôt nous avons obtenu des pilotes pour suivre l'impact récréatif sur les terres publiques près de Chamonix et Annecy. Ces projets ont prouvé la fiabilité des systèmes, des alertes en temps réel sur l'érosion des sentiers, les changements de qualité de l'eau dû au ruissellement et l'activité hors piste illégale détectée via des recoupements satellites. Les revenus ont augmenté régulièrement, nous permettant d'agrandir l'équipe à 8 personnes et de mettre à niveau les serveurs pour un traitement plus rapide. Je me suis mariée avec Christophe durant cette phase, une cérémonie tranquille à Megève avec seulement des collègues proches présents. À partir de là, j'ai utilisé le nom Dubreuil professionnellement pour tous les communiqués de presse, panels de conférences et candidatures au prix. Il ne s'agissait pas de me cacher du monde, juste de créer une séparation claire avec le nom Lefebvre qui portait encore du poids dans les réseaux immobiliers traditionnels. Les interviews dans les journaux technologiques locaux faisaient référence à moi en tant que Juliette Dubreuil, PDG de Summit Guard Technologies, et personne ne faisait le lien avec la famille que j'avais laissée derrière moi. La grande percée est arrivée après des révisions incessantes de propositions et des démonstrations lors d'ateliers nationaux à Paris. Summit Guard a remporté un contrat pluriannuel de 100 millions d'euros avec l'Office national des forêts et le ministère de l'écologie pour déployer notre système de surveillance IA dans les zones de ressources montagneuses à l'échelle nationale, des Alpes aux Pyrénées et au-delà. La portée était massive, installation de réseaux de capteurs, intégration avec les bases de données gouvernementales existantes et fourniture de tableaux de bord pour les décideurs surtout, des permis de pâturage à l'atténuation des risques d'incendie de forêt. La couverture médiatique a suivi rapidement, un article dans un magazine économique régional soulignait comment une start-up basée à Grenoble révolutionnait la gestion des terres publiques. Les médias nationaux ont repris l'histoire, louant l'utilisation innovante de l'apprentissage automatique pour la conservation sans restreindre l'accès. J'ai pris la parole lors d'événements industriels sous mon nom de femme mariée, accepté des prix sur scène en tant que Juliette Dubreuil et regardé la valorisation de l'entreprise grimper. À l'autre bout de la ville,
dans la maison familiale Lefebvre, Chloé a entendu papa mentionner un nouveau partenaire nommé Dubreuil lors d'une discussion à dîner sur des transactions foncières concurrentes. Il se plaignait que certains projets fédéraux exigeaient désormais une surveillance environnementale avancée de la part de fournisseurs comme cette firme Dubreuil, compliquant ses délais de développement traditionnels. Chloé a noté le nom nonchalamment au début, plus tard, seule dans sa chambre, elle a fouillé les bases de données de contrats publics par curiosité, quelque chose qu'elle faisait souvent pour rester en avance sur les tendances de l'industrie pour l'entreprise familiale. L'annonce du contrat de l'ONF est apparue immédiatement. Summit Guard Technologies, dirigé par la PDG Juliette Dubreuil. Le recoupement des documents fondateurs de l'entreprise et des vieilles coupures de presse n'a pris que quelques minutes, la réalisation a frappé fort, c'était le travail de sa sœur, construit à partir de rien en un contractant national éclipsant leurs opérations héritées. Le choc s'est transformé en ressentiment au fil des semaines. Chloé voyait les gros titres célébrant la femme innovante qui remodelait la gestion des ressources, tandis que son propre rôle restait lié au modèle vieillissant de vente et de location de terrain de papa. Sa position d'héritière apparente se sentait soudainement vulnérable. Les partenaires commençaient à demander à papa d'adopter des solutions technologiques similaires pour rester compétitif. Elle a commencé à semer le doute lors des dîners de famille, suggérant que le succès était temporaire, que les contrats gouvernementaux étaient fragiles et souvent surcotés. Maman écoutait avec sympathie, papa grommelait à propos de la perturbation causée par les parvenus. Chloé a proposé une solution présentée comme une préoccupation, il pouvait sauver la situation en forçant la responsabilité sur un vieil investissement interne. Elle leur a rappelé les 2 millions d'euros qu'ils avaient transférés via son compte des années plus tôt, destinés à un soutien familial acheminé discrètement pour un soutien potentiel précoce, bien que jamais formellement investi. Elle a soutenu que cela pouvait être positionné comme un prêt impayé maintenant que l'entreprise semblait solvable. Les convaincre a pris du temps, mais pas beaucoup d'efforts. Le récit correspondait à leur vision de longue date. Une intervention était nécessaire pour me sauver d'un effondrement éventuel et préserver la réputation de la famille. Chloé s'est chargée de trouver un avocat prêt à déposer plainte sur la base de cette dette alléguée, rassemblant des dossiers fabriqués pour soutenir la demande de défaut de paiement. Le plan était de déposer une demande de redressement judiciaire au nom du créancier, déclenchant un examen minutieux qui retarderait ou ferait dérailler le déploiement national avant que quiconque ne réalise la véritable échelle de la stabilité de Summit Guard. Une épaisse enveloppe du tribunal est arrivée au bureau un matin marqué urgent. Je l'ai ouverte à mon bureau en m'attendant à de la paperasse de conformité de routine. Au lieu de cela, c'était une assignation en redressement judiciaire déposée contre Summit Guard Technologies, affirmant que l'entreprise était insolvable et devait 2 millions d'euros à un créancier qui avait investi tôt et n'avait jamais été remboursé. Le créancier listé était Chloé Lefebvre. Mon estomac s'est noué, j'ai lu le nom 2 fois, puis scanné les documents joints. Un accord de prêt daté d'années en arrière, des signatures qui ressemblaient vaguement aux miennes, des états financiers montrant des pertes massives qui ne ressemblaient en rien à la réalité. Il alléguait un investissement soutenu par la famille acheminé via le compte de Chloé pour des raisons fiscales. Maintenant en défaut, le choc a frappé en premier, puis une vague d'incrédulité. Chloé, ma propre sœur, était allée aussi loin. J'avais tout construit sans un centime de leur part, pourtant voici une réclamation fabriquée conçue pour forcer la surveillance du tribunal et arrêter les opérations. J'ai appelé Élodie Castex immédiatement, elle gérait notre conformité contractuelle depuis le début et connaissait chaque détail des finances de l'entreprise. J'ai scanné et envoyé le dossier tout en restant en ligne. La voix d'Élodie est restée professionnelle mais teintée d'inquiétude alors qu'elle examinait. C'est une fraude flagrante, Juliette, signature falsifiée, comptes inventés, chronologie qui ne correspondent à aucune transaction réelle. Nous pouvons démanteler cela avec des états audités et des relevés bancaires seuls. Elle a fait une pause, mais voici le risque, la pétition elle-même crée des complications, même si elle est rejetée rapidement, le dépôt devient un dossier public, cela pourrait déclencher des examens de la part des partenaires de l'ONF, retarder les versements de financement ou effrayer les investisseurs privés. Et si le juge assigné a des liens locaux avec des familles établies comme la tienne, il pourrait faire traîner les choses pour les apparences. Son avertissement a fait son chemin, la communauté d'affaires de Grenoble était un petit monde, les réseaux de vieilles fortunes chevauchaient les nominations judiciaires, une affaire prolongée pourrait bloquer notre déploiement national au pire moment possible. Je suis rentrée tôt ce jour-là, l'esprit en ébullition. Christophe était dans la cuisine quand je suis entrée, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. Je lui ai tendu les papiers sans un mot, il a lu en silence, le visage se crispant à chaque page.
c'est de la folie, a-t-il dit finalement, ta propre sœur. Après tout ce que tu as construit indépendamment, nous nous sommes assis à la table tard dans la soirée pour en parler, la trahison piquait le plus fort, Chloé se positionnant comme la partie lésée utilisant l'histoire familiale comme une arme. Christophe s'inquiétait à haute voix des retombées pratiques, le déploiement des capteurs prévus dans 3 régions, l'intégration des nouvelles recrues, les jalons de subventions dus, tout gel des paiements pourrait forcer des licenciements ou des délais manqués, endommageant la crédibilité que nous avions mis des années à gagner. Nous avons convenu d'une défense agressive. Au cours des jours suivants, Élodie a coordonné un dossier de réponse complet. Des états financiers audités par un grand cabinet montraient des réserves saines et une croissance des revenus. Des experts graphologues ont comparé les signatures de la pétition à des douzaines de mes échantillons connus, concluant qu'il n'y avait aucune correspondance. Les relevés bancaires de chaque compte, personnel et professionnel, prouvaient qu'aucun virement ne correspondait au montant ou au timing réclamé. Christophe a aidé à organiser les chronologies, tirant de vieux emails et déclarations fiscales pour établir que je n'avais jamais accepté de fonds familiaux après mon départ. Nous avons même préparé des attestations des premiers membres de l'équipe confirmant les origines de l'autofinancement. La date du tribunal approchait. Le matin de l'audience, je suis arrivée au palais de justice du centre-ville avec des boîtes de preuves. Élodie marchait à côté de moi, calme et préparée. De l'autre côté de l'allée, ma famille est entrée comme une unité coordonnée. Chloé menait, habillée avec élégance, dirigeant son avocat avec des instructions calmes et des hochements de tête confiants. Ma mère portait des couleurs sombres, l'expression soigneusement arrangée dans une déception douloureuse. Mon père se tenait droit, projetant l'image d'un patriarche forcé de nettoyer le désordre d'un enfant égaré. La séance a commencé, l'avocat de Chloé s'est levé théâtralement, peignant un tableau de mauvaise gestion irresponsable et d'un prêt familial interne impayé mettant maintenant en péril les droits d'un créancier. Il a fait référence au soutien généreux acheminé pour des objectifs commerciaux légitimes maintenant ignorés malgré des demandes répétées. Je regardais leur performance, le pouls stable, mais la colère bouillonnant en dessous. Élodie restait composée, attendant son tour. La salle d'audience se remplissait régulièrement, le bourdonnement bas des voix se mêlant au bruissement des papiers et aux toux occasionnels. J'ai pris ma place au banc des défendeurs, Christophe à mes côtés, sa main reposant légèrement sur la mienne. Élodie était assise de l'autre côté, des piles organisées de pièces à conviction devant elle, calme et concentrée. De l'autre côté de l'allée, Chloé est entrée la première, son avocat juste derrière. Elle portait un blazer sur mesure et se comportait avec la même confiance tranquille qu'elle avait montrée lors des dîners de famille. Ma mère suivait dans une robe sombre, tamponnant ses yeux avec un mouchoir avant même de s'asseoir. Mon père venait en dernier, la posture rigide, donnant l'impression d'un homme s'occupant à contre-cœur d'une affaire de famille difficile. L'huissier a appelé la séance à l'ordre, le juge Mercier est entré, a salué tout le monde et a pris place. L'avocat de Chloé s'est levé immédiatement, la voix projetant clairement dans la salle. Votre honneur, la requérante, Chloé Lefebvre, demande une protection immédiate par redressement judiciaire pour Summit Guard Technologies. L'entreprise est insolvable et a omis de rembourser un prêt de 2 millions d'euros avancé il y a des années par le biais d'un arrangement familial interne. La créancière a subi un préjudice financier important. Il a fait un geste vers une pile de documents. Nous avons des accords de prêt, des reconnaissances de dette et de la correspondance montrant que la dette a été reconnue mais jamais remboursée. Le récent contrat national de l'entreprise ne change pas sa détresse financière sous-jacente. Maman a laissé échapper un léger sanglot à la mention de la détresse financière. Papa a donné un lent hochement de tête solennel. Chloé gardait son regard vers l'avant, les lèvres pressées dans une ligne de certitude vertueuse. Élodie est restée assise, l'expression neutre, les laissant finir la performance. Quand l'avocat s'est assis, le juge Mercier s'est penché en avant, conseil de la partie défenderesse. Élodie s'est levée avec fluidité. Votre honneur, nous avons déposé une réponse complète et une demande de rejet avec préjudice. Avant de procéder, je demande au tribunal d'examiner les dossiers fiscaux et patrimoniaux supplémentaires soumis hier soir. Le juge Mercier a fait signe au greffier. Quelques minutes ont passé pendant qu'il feuilletait les nouvelles pages. La salle est devenue plus silencieuse pendant qu'il lisait, puis il s'est arrêté, a retiré ses lunettes et a regardé directement la table de Chloé. J'ai examiné les dossiers fiscaux et patrimoniaux. Quelqu'un dans cette salle me ment en face. Les épaules de Chloé se sont raidies, le mouchoir de maman s'est figé en l'air, la mâchoire de papa s'est serrée, Élodie s'est avancée. Votre honneur, nous avons 3 pièces principales de preuve qui démontrent que la requête est frauduleuse.
Elle a projeté la première pièce à conviction sur l'écran. Les signatures sur les documents de prêt allégués ne correspondent à aucun échantillon connu de l'écriture de Juliette Dubreuil. L'analyse médico-légale par un expert certifié montre des divergences claires dans les modèles de trait et la pression. Chaque signature est falsifiée. Diapositive suivante, la date d'investissement revendiquée tombe pendant la deuxième année d'université de mademoiselle Chloé Lefebvre. Les relevés bancaires de cette période ne montrent aucun transfert sortant important de ses comptes, ni aucun dépôt correspondant dans l'entreprise. Dernière diapositive, le numéro de compte indiqué comme recevant les fonds n'a jamais existé dans aucun dossier bancaire associé à Summit Guard Technologies ou à la famille Lefebvre, il semble avoir été inventé pour ce dépôt. Christophe a serré ma main, j'ai senti sa présence stable à mes côtés, le visage de Chloé s'est vidé de sa couleur, l'inclinaison confiante de son menton a disparu, les sanglots de maman se sont arrêtés brusquement comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur, papa fixait droit devant lui, le teint pâle. Le juge Mercier a posé les documents. Maître Castex, avez-vous autre chose? Élodie a secoué la tête. C'est l'essentiel, votre honneur, la requête ne contient aucune dette légitime, aucun investissement réel et aucune base pour un redressement judiciaire. Nous demandons au tribunal de rejeter la demande avec préjudice et de référer l'affaire au bureau du procureur de la République pour enquête sur fraude à la faillite et tentative d'ingérence avec un contractant de l'État. Le juge Mercier a regardé la salle, puis a fixé son regard sur la table de Chloé. Le tribunal constate que la requête manque de fondement et est basée sur des preuves fabriquées, l'affaire est rejetée avec préjudice, le greffier est chargé de transmettre tous les documents au bureau du procureur pour action appropriée. Ce tribunal ne tolérera pas les tentatives d'utiliser abusivement les procédures de faillite pour interférer avec un contrat public ou pour perpétrer une fraude. Le marteau est tombé sèchement, Chloé est restée figée, les yeux écarquillés, maman fixait le sol, les mains de papa agrippaient le bord de la table, les articulations blanches. Élodie s'est tournée vers moi avec un petit hochement de tête soulagé. Christophe a expiré, sa prise sur ma main se relâchant pour la première fois de la matinée. J'ai senti le poids des 10 dernières années se soulever légèrement, bien que la colère brûlât encore en dessous. La salle d'audience a commencé à se vider, mais les vraies conséquences ne faisaient que commencer. Les enquêteurs ont agi rapidement une fois le renvoi atterri sur leur bureau. Les agents ont interrogé l'avocat de Chloé, exposant d'abord les preuves de fraude et le potentiel de radiation s'il ne coopérait pas. Face à de graves conséquences, il a remis des emails, des projets de documents et des enregistrements de réunions où Chloé avait esquissé le plan en détail, le présentant comme nécessaire pour protéger les intérêts familiaux de mon supposé échec imminent. L'image complète a émergé. Chloé avait tout orchestré, de la fabrication des vieux papiers de prêt au coaching de ma mère et de mon père sur leur rôle au tribunal. Les procureurs ont construit un dossier solide pour fraude à la faillite, parjure et tentative d'ingérence dans un contrat gouvernemental. Les options de Chloé se sont rapidement réduites, son avocat a négocié un accord de plaidoyer pour éviter le procès et une peine plus sévère, elle a accepté une peine avec sursis, un casier judiciaire permanent qui la suivrait à vie, des amendes substantielles qui ont vidé ses économies personnelles et des ordonnances de restitution. Le plus cuisant pour elle, c'est que mon père a formellement révisé ses plans successoraux et les documents de succession de l'entreprise, la retirant de tout rôle exécutif ou héritage significatif lié à l'entreprise. Le statut d'enfant prodige s'est évaporé du jour au lendemain. Les retombées se sont étendues à la firme familiale, la nouvelle du scandale a voyagé à travers les cercles immobiliers serrés de la région, les grands clients, des promoteurs avec des projets de stations en attente, ont demandé des audits de leur partenariat, plusieurs se sont retirés entièrement, citant le risque de réputation. Les banques ont resserré les lignes de crédit après avoir lu les reportages de presse. Papa a passé des mois à essayer de stabiliser les opérations, mais la trésorerie a souffert alors que les transactions stagnaient. Au cours de l'année suivante, d'autres partenaires ont pris leur distance. Une coentreprise clé à Courchevel s'est effondrée lorsque l'autre partie a invoqué une clause de moralité. Les revenus ont chuté brutalement, papa a vieilli visiblement, travaillant de plus longues heures pour sauver des relations qui avaient pris des décennies à construire. Finalement, sans voie de redressement viable, il a accepté une offre d'un concurrent régional plus grand et a vendu l'entreprise pour une fraction de sa valorisation précédente. Le nom Lefebvre a perdu sa domination dans le développement de montagne. Maman a envoyé une lettre environ 8 mois après le plaidoyer, elle est arrivée manuscrite sur du papier à en-tête lourd, 12 pages justifiant leurs actions, elle écrivait sur son inquiétude pour mon bien-être.
La peur que le monde de la tech ne me ruine et comment Chloé les avait convaincus que l'intervention était le seul moyen de me ramener à la maison. Des phrases comme « Nous voulions seulement ce qu'il y a de mieux » et « La famille doit rester soudée dans les moments difficiles » remplissaient les pages, pas d'excuses directes, juste le regret que les choses aient dégénéré. Je l'ai lu une fois, puis mise de côté sans réponse. La confrontation finale a eu lieu dans le couloir du palais de justice juste après la confirmation de la peine. Ma famille s'attardait près d'un banc, parlant à voix basse. Chloé semblait plus petite, les yeux baissés, maman serrait des mouchoirs, papa se tenait les épaules affaissées. Je me suis approchée avec Christophe à mes côtés, ils se sont tournés alors que je m'arrêtais à quelques mètres. Monsieur Lefebvre, Madame Lefebvre, Chloé, les noms formels ont flotté dans l'air, maman a tressailli, papa a croisé mon regard brièvement avant de regarder ailleurs. Je suppose que vous comprenez le rôle que vous avez chacun joué là-dedans, ai-je dit d'une voix égale, la fraude, les mensonges, la tentative de détruire ce que j'ai construit. Papa a commencé, Juliette, c'était surtout. Je l'ai coupé, non, Chloé a mené la danse, mais vous l'avez soutenue, vous avez choisi de croire que j'échouerais plutôt que d'admettre que vous aviez tort. Maman a chuchoté, nous pensions te protéger. La protection n'implique pas de faux documents devant un tribunal, ai-je gardé ma voix stable, les conséquences auxquelles vous faites face maintenant sont les vôtres seules. Chloé a finalement parlé, d'une petite voix, je ne pensais pas que ça irait aussi loin, mais c'est arrivé, et j'en ai fini. Je me suis tournée pour partir, puis j'ai fait une pause, ne me contactez plus, ne contactez pas Christophe ni personne liée à Summit Guard, nous ne sommes plus une famille de quelque manière que ce soit. Personne n'a suivi alors que nous nous éloignions, ce couloir a marqué la fin absolue, plus d'invitations, plus de lettres, plus de faux-semblants. Nous nous sommes développés régulièrement après que le chaos du tribunal se soit dissipé, de nouveaux bureaux ont ouvert à Lyon et Marseille pour soutenir les équipes de terrain déployant des capteurs à travers des terres nationales plus vastes, l'effectif a dépassé les 200 ingénieurs, scientifiques des données et experts en politique, tous attirés par la mission d'équilibrer la conservation avec un accès responsable. Les contrats de suivi avec l'ONF et d'autres agences ont afflué, totalisant des milliards sur des termes pluriannuels pour une mise en œuvre nationale et une maintenance continue. Christophe et moi avons conçu notre maison nous-mêmes, une maison moderne de style montagnard nichée dans les collines au-dessus d'Annecy avec de grandes fenêtres encadrant les sommets. Nous avons emménagé juste avant l'arrivée de Léa, une petite fille en bonne santé aux cheveux bruns et aux yeux curieux. La vie s'est installée dans un rythme de réunions du conseil, de dîners en famille et de soirées tranquilles à regarder les couchers de soleil depuis la terrasse. Je tenais souvent Léa dans sa chambre au crépuscule, la berçant doucement pendant qu'elle s'endormait, la pièce sentait la lotion pour bébé et le linge frais, une lumière douce filtrant à travers les rideaux. Un soir, alors qu'elle agrippait mon doigt avec une force surprenante, je lui ai chuchoté des histoires, pas des contes de fées, mais des vérités sur la poursuite de ce qui compte. Tu essaieras des choses qui te feront peur, lui ai-je dit doucement, et certaines personnes pourraient dire que c'est impossible ou imprudent, mais ceux qui comptent t'applaudiront chaque étape, même les faux pas. Elle a gazouillé, les yeux mi-clos, j'ai pensé aux célébrations de l'équipe après chaque contrat. Quand les nuits tardives se transformaient en rire autour d'une pizza, aux collègues envoyant des SMS de félicitations à des heures bizarres parce qu'ils se souciaient vraiment de nous, c'étaient les gens dont j'avais choisi de nous entourer. Aucun mot n'est jamais venu des Lefebvre, pas de carte, pas d'appel, pas de tentative de réconciliation, le silence était complet et je l'ai accueilli. Léa ne connaîtrait jamais le poids de l'approbation conditionnelle ou la piqûre du favoritisme, son monde serait rempli d'encouragement à explorer, échouer et réessayer, soutenu par un appui inébranlable. Je l'ai placée dans le berceau, regardant sa petite poitrine se soulever et s'abaisser, cet enfant grandirait en croyant que ses idées avaient de la valeur simplement parce qu'elles étaient les siennes, elle apprendrait que la vraie famille célèbre les victoires sans jalousie et reste ferme face aux revers. C'est l'héritage que j'ai construit, non pas à partir de vieilles fortunes ou de positions héritées, mais de persévérance et de la liberté de choisir qui appartient à votre vie. Le succès n'est pas seulement des contrats ou des gros titres, c'est créer un environnement où la prochaine génération commence plus fort que vous ne l'avez jamais fait. Ils ont essayé de prouver que j'étais l'échec qu'ils avaient toujours prédit, au lieu de cela, ils ont montré le coup du refus de grandir, tandis que leur monde rétrécissait, le mien s'élargissait, prouvant que la détermination associée aux personnes qui vous élèvent vraiment surpasse le doute à chaque fois.